Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Alors, c'est la première de l'année, donc on est un peu ému pour cette raison-là, mais pas seulement. Parce que la conférence de ce soir, ça fait un petit moment qu'on souhaitait l'organiser, où il y a eu de bonnes et de mauvaises raisons qui font qu'elle se tient aujourd'hui, mais je trouve finalement c'est le bon moment. Donc, nous avons la chance de recevoir deux linguistes de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, Anne-Laure Dott, au fond, et Stéphanie Genex-Rabot. Alors, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, il ne s'agit pas d'inconnus. Si c'était le cas, vous avez peut-être vu devant la salle CICIA quelques documents, et en particulier leur travail de thèse. Alors, j'ose pas dire les années, parce qu'effectivement, ça pourrait être indélicat, mais tout ça pour dire que ça fait quand même un certain temps qu'elles se passionnent pour les langues et qu'elles y travaillent sans relâche, en particulier donc au sein de l'université, à travers notamment des filières comme la filière LCO. Et puis, alors elles ont chacune, j'allais dire, une langue de prédilection. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, le IAI pour Anne-Laure et le JU pour Stéphanie, mais je crois savoir qu'il y a bien d'autres langues qui les passionnent aussi. Donc, ce soir, il sera question d'une conférence un petit peu différente de d'habitude, puisque le principe de base, si vous vous souvenez, c'est de rencontrer des spécialistes de tous horizons et puis de débattre avec eux au terme de leur intervention. Et puis ce soir, vous avez dû le remarquer, il y a quelque chose qui est inhabituel, quelques micros. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais juste quand même préciser que pour les personnes qui ne sont pas là ce soir et qui malheureusement auraient dû être là, la conférence est certes enregistrée pour Calédonia, mais on ne peut pas vous dire quand elle sera diffusée. Et puis, je dois vous dire que, je l'ai appris tout à l'heure, maintenant, seule la conférence sera captée et seule la conférence donc, sera diffusée à la fois sur leur antenne et leur chaîne YouTube. En revanche, si vous souhaitez écouter la totalité de la soirée, la DCK l'enregistre en audio. Donc, très rapidement, alors, pas forcément demain, mais dès lundi, vous aurez la possibilité d'entendre la soirée. Que vous dire d'autre? Je vois que ça s'agite là-haut. Donc je pense qu'il est temps d'accueillir la surprise qui a été préparée à la fois par nos conférencières et puis par les personnes qui se sont donné du mal, qui sont là ce soir. Et j'espère que tout ça vous fera autant plaisir que nous pendant les répétitions. Merci pour votre attention et à tout à l'heure pour les débats. Inu hake kai
Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Comment ça va? Tout le monde va bien? Tranquille? La chorale Alassé avec vous ce soir? Du bruit s'il vous plaît. Voilà, rapidement, une chorale qui a déjà à peu près 9 ans, bientôt 10 ans. Elle a été créée de base par Panata, Honoré Béarouné, et malheureusement, elle ne pourra pas être là ce soir. Et puis voilà, je vais pas m'attarder, je vous souhaite de passer une belle conférence. Merci. Un grand merci à la chorale Alassé. C'est un vrai défi de venir au Centre culturel Chibaou sur une heure aussi tardive. Donc je voudrais à nouveau qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup. Bravo. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus en force. C'est un grand plaisir pour nous de vous parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, ce lien entre langue et chanson. Et pour nous, il n'y avait pas de meilleure introduction que de commencer par une présentation du répertoire plurilingue de cette chorale étudiante Alassé. Avant d'entrer dans le vif du propos, un petit temps pour adresser des remerciements qui ne vont pas être trop nombreux. Pour commencer, un remerciement chaleureux à Manuel Castejon pour l'invitation et pour sa patience. Un grand remerciement également au directeur de la DCK, Centre culturel Chibaou et l'Académie des langues kanak, M. Ehagué, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Un chaleureux remerciement à Stéphane Foucault qui nous a permis d'avoir ce très beau visuel pour illustrer notre conférence et tous les supports de communication qui ont été déclinés. Et puis un remerciement à une étudiante, Louana Hounine, qui nous a soufflé à l'oreille ce titre Koli en langue fouaï, l'une des langues kanak de Yengen, un mot qui signifie chante, chantons, chanter. Et c'est le propos de la conférence de ce soir, de parler de langue chantée et de langue vivante. Donc, comme l'a dit Manuel Castejon tout à l'heure, je suis Stéphanie Genex-Rabot. Je suis ethnomusilinguiste. Je m'intéresse depuis près de 30 ans maintenant, et ça fait un peu mal, au lien entre les langues kanak en particulier, mais aussi les langues océaniennes avec la chanson. Je me suis d'abord intéressée aux berceuses et au répertoire pour enfants comme moyen d'entrer dans la langue. Et progressivement, j'ai diversifié le répertoire musical que j'ai exploré. Et ensuite, dans un troisième temps, je me suis intéressée aussi aux liens qui existent entre langue et expression artistique. Et c'est ce que je déploie en formation et en recherche à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Anne Lordot. Moi, je suis linguiste et je m'intéresse en particulier aux changements dans les langues, donc les changements d'un point de vue grammatical ou phonétique, et aux changements au niveau des pratiques linguistiques également, comment sont utilisées les langues et par qui. Et en lien avec ces questions-là, je m'intéresse en particulier également aux questions liées à la vitalité des langues, comment est-ce qu'on mesure la vitalité des langues et comment est-ce qu'on déploie aussi des actions de remédiation, de résilience, de réappropriation. Donc Stéphanie et moi, on est donc toutes les deux enseignantes-chercheurs à l'UNC. On intervient principalement au sein de la licence langue et culture océanienne. Et on voulait profiter de l'occasion aussi pour faire un petit clin d'œil à ce volet-là aussi de notre travail auprès des étudiants et des étudiantes qui sont vraiment pour nous source d'inspiration et de questionnement. Et c'est à leur côté aussi que l'on réfléchit à l'ensemble des questions qu'on va vous évoquer ce soir. Donc c'est vraiment aussi un travail de collaboration, ils n'en sont pas toujours conscients, mais de collaboration avec eux, avec les échanges qu'on peut avoir avec eux qui nourrit notre recherche. La présentation de ce soir et les questionnements sur lesquels on a travaillé avec Stéphanie s'inscrivent aussi dans une volonté de l'Université de la Nouvelle-Calédonie de participer
à la décennie internationale des langues autochtones décrétée par l'UNESCO en 2022-2032. Et donc c'est une décennie pour faire parler des langues, pour faire parler les langues. Et donc la conférence de ce soir s'inscrit aussi dans cette démarche-là. Une conférence qu'on vous propose en 4 mouvements et qui va être régulièrement ponctuée d'illustrations sonores. Notre intention, c'est aussi de vous donner à entendre les corpus qu'on a sélectionnés. Un premier mouvement où on vous présentera quels sont les critères d'évaluation de la vitalité d'une langue. Un second opus où on vous présentera les rôles que joue la chanson dans la transmission linguistique. Dans un troisième temps, on évoquera les liens qu'on peut établir entre vitalité linguistique et expression musicale. Et puis on terminera par quelques pistes d'ouverture sur les prochains défis qu'on pourrait relever pour que les productions artistiques participent encore davantage à la reconnaissance et à la valorisation des diversités linguistiques qui nous entourent. Alors, comme on l'a dit, on est en plein dans la décennie internationale des langues autochtones et entre autres, ce pourquoi cette décennie a été décrétée par l'UNESCO, c'est un contexte global, mondial, qu'on connaît et qui est décrit maintenant depuis à peu près une vingtaine d'années, de perte des diversités biologiques et culturelles dans le monde. Alors sans trop s'étendre là-dessus, parce que c'est un sujet de conférence en tant que tel, très rapidement, pour vous donner une photographie et le contexte global de l'alerte et des questionnements qu'on se pose, vous voyez à peu près sur cette carte, il y a la diversité biologique, donc faune et flore, qui est représentée sur les continents en couleur. Plus c'est vert, plus c'est riche en diversité terrestre biologique. Et tous les petits points rouges, ce sont des langues considérées en danger. Donc on peut voir qu'il y a des langues en danger partout et qu'il y a des zones qui concentrent une grande densité de risques qui pèsent sur les langues. Et c'est principalement dans la zone tropicale, subtropicale, qui est aussi la zone de plus grande diversité biologique. Donc il y a une superposition entre ces deux domaines, diversité biologique, diversité culturelle et linguistique. Et on voit qu'il y a vraiment des zones de hotspot, des points chauds de cette diversité menacée, et notamment dans la zone océanienne. Et pour une fois, on voit bien la Nouvelle-Calédonie sur une carte, mais ce n'est pas forcément pour des bonnes raisons. C'est parce qu'il y a un grand nombre de langues qui sont concernées par ces risques d'érosion. Rapidement, pour poser aussi un contexte et une photographie de la situation actuelle en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire de passer quelques dates de façon assez succincte sur l'histoire aussi des politiques linguistiques en Nouvelle-Calédonie. On estime qu'avant le 19e siècle, la situation en Nouvelle-Calédonie, dans l'Océanie en général, était une situation de plurilinguisme. Il n'y avait pas une langue véhiculaire en Nouvelle-Calédonie qui permettait aux différents groupes de communiquer. Tout le monde parlait plusieurs langues. Et c'était ce plurilinguisme qui permettait aux groupes différents d'échanger entre eux et de communiquer. Et dans cette citation de Maurice Lénart, il met en avant aussi le rôle des femmes dans ce plurilinguisme, puisque c'est les femmes qui se déplaçaient pour aller dans le clan du mari et qui transportaient avec elles leur langue et transmettaient à leurs enfants leur langue, plus la langue du père et de son clan. Donc de cette situation de plurilinguisme généralisé, au début de la colonisation, très rapidement, il y a des décisions politiques qui vont être prises pour éradiquer cette diversité linguistique et pour imposer le français. En 1863, donc 10 ans après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, le décret Guillain interdit toutes les langues kanak à l'école. Et 60 ans plus tard, à peu près, un deuxième décret vient renforcer cette politique d'interdiction en interdisant les publications en langue kanak en dehors du domaine religieux. Et ce qui est important à retenir, c'est que ces deux décrets n'ont été abrogés qu'en 1984. Donc ça fait à peine 40 ans qu'il est légal, autorisé d'écrire et de publier en langue kanak. On fait un saut spatio-temporel. Autre date importante dans les politiques qui concernent les langues kanak, l'accord de Nouméa en 1998 pose que les langues kanak sont avec le français langue d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Et c'est de cet accord de Nouméa que vont découler ensuite tout un tas de mises en œuvre et
et de décisions en faveur d'une reconnaissance progressive des langues kanaks, notamment dans l'enseignement, mais aussi par la création de l'Académie des langues kanaks, la licence langue et culture océanienne, un CAPES de langue kanak, etc. Et cette reconnaissance progressive continue encore aujourd'hui. Un petit pas de côté pour souligner aussi qu'en dehors de ces mesures de reconnaissance progressive des langues autochtones du pays, donc des trentaines de langues kanak, on sait évidemment qu'il existe aussi d'autres langues qui font partie du paysage linguistique de la Nouvelle-Calédonie, une trentaine d'autres langues qui sont pratiquées au quotidien aussi dans les familles du pays. Et là, il n'y a aucune mesure particulière qui permette de prendre en compte cette autre diversité linguistique. Il n'y a même pas de données dans les recensements, donc ça reste aussi une part un petit peu d'ombre de la diversité linguistique du pays. Une fois que le paysage est un petit peu brossé, on s'interroge donc sur comment est-ce qu'on peut calculer, évaluer la vitalité des langues et puis du coup leur avenir à plus ou moins long terme. Il existe différentes grilles, différents outils permettant de mesurer la vitalité linguistique dans le monde. Mais nous, on s'est intéressé en particulier à l'un de ces outils, qui est la grille d'évaluation d'après l'UNESCO, qui fait à peu près consensus. Et rapidement, sans rentrer dans le détail, l'UNESCO a retenu 9 facteurs permettant ensemble de mesurer la vitalité linguistique. On a des facteurs démographiques, mais pas seulement. Donc, le nombre de locuteurs fait partie des facteurs, mais ce n'est pas le seul. Le taux de locuteurs sur la population donne aussi une perspective intéressante sur la valeur du nombre de locuteurs par rapport à la population de l'ensemble du pays. Le critère de la transmission intergénérationnelle, quel âge ont les locuteurs, un critère important aussi d'un point de vue démographique. Ensuite, on a des critères davantage sociolinguistiques et politiques. L'attitude des locuteurs vis-à-vis de leur langue, comment eux-mêmes perçoivent et valorisent ou pas leur propre langue. Comment est-ce que la langue est utilisée dans les différents domaines du quotidien? Est-ce que c'est uniquement dans le privé ou est-ce qu'aussi on a l'occasion de parler sa langue en public ou dans l'administration? Quelles sont les politiques de valorisation ou d'interdiction des langues qui sont mises en place? Et puis ensuite, on a une série de facteurs davantage matériels sur les ressources disponibles dans ces langues-là, la documentation comme des grammaires, des dictionnaires. Le matériel pédagogique également, comment est-ce que la langue s'insère dans le système éducatif et quelles sont les ressources à disposition. Et puis le dernier critère qui est l'adaptation de la langue dans les médias, aux nouveaux médias, la création de mots nouveaux, la dynamique d'un point de vue de l'actualité des outils qui sont utilisés. Une fois qu'on a ces 9 critères, l'UNESCO propose une échelle ensuite qui permet de situer la position de la langue pour chacun de ces 9 critères et on obtient à la fin une espèce de moyenne qui donne une note sur la vitalité de la langue. Ce qu'on remarque et ce qui nous a alertés avec nos 2 approches complémentaires, c'est que ni dans l'outil de l'UNESCO ni les autres outils qui existent, jamais ne sont pris en compte les pratiques artistiques et créatives. Ça ne fait pas partie des critères qui sont explicitement mentionnés. Et donc, ça crée, d'après nous, un certain angle mort. Et on voit qu'on peut aussi questionner la vitalité d'une autre façon en regardant un petit peu autre chose qui sort de ces grilles reconnues internationalement. Malgré tout, l'outil de l'UNESCO est quand même très efficace et très pratique pour avoir une photographie de la situation de la vitalité des langues. Et grâce à un partenariat avec les collègues de l'Académie des langues kanak, que je remercie, on a travaillé donc sur cette évaluation de la vitalité linguistique pour les langues kanak avec des données d'aujourd'hui, contemporaines, et des données de terrain précises pour chacune des langues sur chacun de ces 9 critères. Ce qu'on obtient comme résultat, c'est que la situation des langues kanak est très disparate, mais elle est aussi assez inquiétante, en tout cas si on s'inquiète de l'avenir des langues. On voit qu'il n'y a aucune langue kanak aujourd'hui qui est considérée comme sûre. Le Nengone est peut-être la langue qui s'en sort le mieux, notamment parce qu'il y a une grosse dynamique et beaucoup de ressources qui sont disponibles. Mais on voit que la plupart des langues kanak se situent entre sérieusement en danger et en danger. Donc ça veut dire que, évidemment, en fonction de la volonté des locuteurs et des communautés concernées, il y a
du travail à faire pour remonter un petit peu dans l'échelle de vitalité linguistique. On voit qu'il y a des langues pour lesquelles la situation est très compliquée et qu'il y a des langues pour lesquelles il n'y a plus du tout de locuteurs, plus du tout ou très peu de ressources, comme le Wamwang qui était parlé dans la région de Vauconé. Alors, ce qui est important aussi, parce que c'est quelque chose qu'on peut entendre, hein, c'est cette alerte, hein, de prendre conscience de la situation de vitalité de sa langue ou des langues autour de nous, doit être perçue comme un moteur pour dynamiser et encourager des mesures et pas encourager un abaissement des bras, comment on dit ça, baisser les bras par rapport à la pratique et de ce qui est possible. Il est toujours possible de faire quelque chose et il est, même pour des langues pour lesquelles il n'y a plus de locuteurs, il y a des mesures qui peuvent être mises en place si c'est la volonté des communautés. Alors ça, c'est juste une autre représentation qui montre les mêmes résultats, mais sur une répartition sur la carte, si vous n'êtes pas très familier aussi avec la répartition des langues kanak. Et voilà, ce qui est important à garder en tête, c'est aussi l'urgence, hein, qui pèse sur la diversité linguistique qui nous entoure, avec les nombreuses conséquences que ça a aussi derrière. Alors, il y a tout un tas de raisons qui expliquent la situation des langues aujourd'hui, mais la rupture de transmission et le transfert linguistique, c'est-à-dire l'abandon de la langue familiale au profit unique du français de façon monolingue, hein, un bilinguisme français avec sa langue, on abandonne la langue uniquement au profit du français, c'est l'une des raisons principales de l'érosion linguistique. Et comme le dit la directrice de la commission de la langue maori dans ce petit extrait-là qu'on a capturé, il suffit d'une seule génération pour perdre une langue. L'arrêt se fait très rapidement, mais il faut 3 générations pour regagner la langue. Et ça, c'est encore une vision assez optimiste. Il faut 3 générations quand on a des moyens, un soutien derrière de politiques publiques et vraiment une grosse machine qui vient soutenir les langues derrière. Donc on voit que ce basculement, il s'opère très rapidement et c'est très difficile de venir le contrer. Et donc les politiques linguistiques restrictives qu'Anne-Laure a présentées tout à l'heure pour la Nouvelle-Calédonie ont eu pour effet d'interrompre la pratique et la transmission des langues, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'elles ont eu, ces politiques linguistiques, d'autres effets qui se font encore sentir aujourd'hui, s'exprimer dans une langue autre que le français et parfois même s'exprimer dans un certain français, le français calédonien par exemple, c'est s'exposer à la critique, au jugement, à la remise en cause de ses compétences linguistiques et parfois même à sa légitimité. Donc on va parfois reprendre les locuteurs et les locutrices sur la bonne manière d'utiliser la langue ou les langues, ce qui a aussi pour effet de conduire parfois à des moqueries, à des dévalorisations systématiques qui conduisent à une perte de confiance qui est vraiment durable et qui conduit à une insécurité linguistique qui est elle aussi durable. Dans ce contexte, la chanson se présente comme un refuge, une safe place, à la fois pour les langues, mais aussi pour les locuteurs et les locutrices. Alors, pourquoi ? Ce qu'on perd souvent un peu de vue, c'est qu'avant de parler une langue, avant de l'écrire ou même avant de savoir la lire, cette langue, on la ressent. Cette langue, on l'écoute. Donc c'est avant tout une expérience sonore et sociale, avant même d'être un dictionnaire, une grammaire ou un lexique quel qu'il soit. Cette langue, on est au contact par la voix, par le timbre de voix des personnes qui les parlent, qui sont singuliers, propres à chacun. C'est un rythme, c'est une musicalité. La voix, elle raconte des choses, elle transmet, elle enseigne, et puis on la reçoit avec l'oreille, on l'écoute attentivement. Donc en fait, le premier livre des langues, finalement, c'est bien cet outil qui est la voix. Et cette voix est
est source de bien-être, surtout quand on la chante, hein, parce que chanter, c'est activé par la respiration, donc on s'ancre dans le corps. Le chant fait vibrer de nombreux muscles, ça suscite la production d'hormones qui sont très proches de celles qu'on peut sécréter quand on fait du sport, quand on mange du chocolat, quand on donne de l'amour et quand on en reçoit aussi. Donc c'est vraiment source de plaisir et de bien-être. Et c'est aussi, pour ce qui nous concerne dans la région, une pratique collective qui est profondément ancrée à la fois en Nouvelle-Calédonie et en Océanie. C'est une façon d'être ensemble, de faire communauté et de rassembler les générations. Donc c'est un véritable espace de plaisir qui ouvre par effet de domino un espace de liberté expressive, où alors on va jouer avec les langues et on va varier, improviser. C'est un fantastique terrain de jeu, pour reprendre les mots du rappeur nouméen H. Black. Et c'est dans cet espace de plaisir et de liberté que naissent la bienveillance et la sécurisation linguistique, que va se dessiner un rapport positif aux langues. Et c'est vraiment ce rapport positif aux langues qui va encourager leur valorisation, leur pratique en dehors de la maison, en dehors de l'intimité de la vie familiale. Parce qu'avec la chanson, elle va sortir de cet espace domestique, elle va circuler, voyager, investir l'espace public, la place des Cocotiers, la scène du centre culturel Chibaou. Elle va être diffusée très largement à la radio, sur les réseaux sociaux, et ça participe, cette valorisation participe à un regain de dignité, de confiance, comme l'évoque ici Dick Boima, qui explique que justement ces compositions en langue sont là pour redonner cette fierté. Et cette fierté, elle renaît aussi dans la façon dont on perçoit les langues, et on peut retrouver la beauté des langues par le biais de la chanson, comme le souligne ici notre collègue Suzy Béharounet, qui est linguiste également et qui est la responsable pédagogique de la filière langues et cultures océaniennes à l'université, et qui a mis en place depuis un certain nombre d'années un événement vraiment dédié au chant choral en diverses langues à l'université, qui s'appelle l'ANICA, et on l'écoute. La jeune génération de moins de 30 ans, la plupart parlent en français, mais ne parlent plus du tout la langue. Il y en a qui comprennent, mais ils n'arrivent plus à produire des énoncés, des phrases en langue. Mais à travers le chant, ça leur permet de se réapproprier leur langue et de se dire qu'elles sont belles, leur langue, et qu'il y a des choses à dire. Donc ce rapport positif aux langues, il renaît par les sons, les sens qui sont éveillés par le chant. Autre avantage de la chanson, c'est qu'elle permet de s'exprimer plus librement sans craindre de faire d'erreurs, puisqu'elles sont largement autorisées dans la chanson. La prononciation peut être approximative, peu importe, ça n'empêche pas de chanter. On a toutes et tous chanté, je crois, des chants dans des langues qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne parle pas. L'orthographe est complètement secondaire, ça n'a aucune importance. On peut créer, contourner les normes, on se détache de toute bienséance linguistique, puisque le chant crée des émotions plutôt que des règles, et c'est cette sécurité qui crée un espace collectif de confiance, où on n'a plus peur de l'autre et où on ne va plus se cacher. Pour reprendre les mots de notre collègue sociolinguiste Marielle Rispaille, le chant est cet espace formidable où l'on peut montrer sa langue, et c'est un instrument qui est à la fois le vecteur des langues, qui fait avancer les questions sur les langues, et aussi la réflexion sur les langues maternelles. Ça ouvre donc un formidable espace de liberté où les normes se relâchent, ce qui se manifeste dans les usages. Les erreurs sont plutôt des styles, les variations sont de véritables choix. On contourne le bon usage, on se renouvelle sans aucune
censure, sans aucun filtre. On va au contraire explorer toutes les potentialités des langues, puisque c'est un véritable espace de créativité dans lequel il n'y a plus de barrières. Le chant, c'est ce formidable espace de liberté qui est beaucoup plus fluide et dans lequel il y a beaucoup moins de jugement comparativement à l'expression orale ou à l'expression écrite, pour reprendre les propos de notre collègue. Ça se traduit par de la créativité en langue, et donc le chant devient un formidable laboratoire de créativité linguistique où on va jouer des usages. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir comment on joue avec les langues dans la chanson. On y observe des jeux sonores, des expérimentations et puis du verlan, comme vous pouvez le voir ici sur la sélection de mots dans cette petite bulle colorée. Et comme on peut aussi l'entendre dans ce titre du slammer Paul Wamo, Aemun, qui joue avec le verlan de la capitale Nouméa. Et on vous propose d'en écouter un extrait. On va aussi créer des mots, et là on voudrait rendre un hommage à Marie-Adèle Jorédier qui nous a récemment quittés, qui a été une actrice de premier plan dans diverses dynamiques de revitalisation de sa langue, le Hanlachu, notamment avec son action Bébé Lecture, et c'est dans le cadre de cette action Bébé Lecture qu'elle a créé de nombreux mots, même des mots pour désigner des réalités qui sont absentes de notre environnement, comme l'éléphant ou la girafe, comme vous pouvez le voir ici. Elle a donc créé des mots, elle a aussi créé de très nombreuses chansons pour apprendre le Hanlachu, car pour elle, on apprend en chantant tout en consolidant la langue. C'est donc un formidable moteur de revitalisation linguistique, même si la chanson est complètement absente des critères institutionnels d'évaluation. Concrètement, sur le terrain, elle est très présente et elle est au cœur des pratiques quotidiennes. Voilà, donc la chanson, la musique, le chant absent des outils d'évaluation de la vitalité, mais très présent dans les dispositifs ou les initiatives de réappropriation, de revitalisation, de réparation ou de résilience linguistique. Alors, il y a plusieurs stratégies qui sont observées. L'une d'entre elles, c'est la traduction dans une langue autochtone de tubes internationaux, avec du coup un accès à un plus grand public et à une reconnaissance plus large. Un très bon exemple là-dessus a été l'initiative d'un groupe scolaire du Canada qui a traduit en langue Mi'kmaq, l'une des langues autochtones du nord du Canada, la chanson Blackbird des Beatles. Et donc ça a fait un buzz, il y a eu beaucoup de likes et de publications à propos de cette vidéo publiée en 2019. Et il y a eu doublement un grand succès grâce à la réponse donnée par Paul McCartney lui-même à propos de cette chanson, qui avait commenté, vous savez quoi, il y a une version extraordinaire de Blackbird chantée par une Canadienne sur YouTube. Elle est chantée dans la langue de sa tribu amérindienne. It's pretty cool. Et donc, grâce à son commentaire, cette chanson a eu encore plus d'écho et a permis d'attirer sur cette question de la préservation, de la valorisation du patrimoine des langues autochtones dans le monde. On vous fait écouter un petit morceau. Delpidausen Eskimodamusen Egnigen Minjasen Budaliskia Chwabani Hinto O
labin again, midage, delbedausen. Eskimodomosen, negnige sejasen, budeliskiet, lajasi, don was the deg bonik baik du. Donc, suite à cette première publication musicale, Emma Stevens a poursuivi une carrière dans la chanson avec la démarche de chanter dans sa langue ancestrale. Donc dans les processus de revitalisation, la chanson a toute sa place et est reconnue et valorisée et encouragée dans les dispositifs de réappropriation linguistique. Dans cet ouvrage de Lénore Grenoble et de Lindsay Whaley, qui fait vraiment référence, publié en 2006, qui donne une espèce de boîte à outils sur les différentes stratégies à mettre en place pour revitaliser des langues. La chanson est soulignée comme étant une immense opportunité de s'approprier de nouveaux domaines d'usage de la langue. Elle a pour avantage de se suffire à elle-même, elle peut être apprise, elle peut être mémorisée, elle peut être traduite, comme on vient de l'entendre, et elle est transportable. Elle peut être répétée et performée de façon répétée. On peut l'utiliser dans une variété de contextes. Et puis, elle peut être interprétée de façon collective et donc rassemblée. Cette citation de cet ouvrage intervient pour parler en particulier de la langue Kaurna, qui est un très bon exemple aussi de revitalisation et même de revival, de renaissance linguistique en Australie. Le Kaurna était une langue parlée dans la région d'Adélaïde qui a été complètement perdue à la fin du 19e siècle. Il n'y avait plus aucun locuteur, mais il restait des documents transcrits par les missionnaires, des chants transcrits par les missionnaires notamment, et quelques prémices d'enregistrement au tout début de l'époque des premiers enregistrements possibles. Et à partir de ces documents d'archives patrimoniaux, il y a eu un mouvement de réappropriation de la langue et on a recommencé à réécrire des chansons, à recréer de nouvelles phrases à partir de ces archives chantées. Et aujourd'hui, le Kaurna est réintroduit, réappris à l'école, notamment par le biais de la chanson. Et pour la Nouvelle-Calédonie, la chanson a vraiment joué un rôle essentiel à une époque où les langues kanak étaient encore interdites à l'école, mais aussi dans d'autres espaces. C'était le seul espace d'audibilité et de visibilité des langues, donc elle a participé et elle continue encore à participer à la démocratisation de la pratique et de l'accès aux langues trésors, pour reprendre l'expression de notre collègue Colette Greenwald. Et au-delà des langues d'évangélisation, elle a aussi permis d'entendre des langues rares qu'on entendait peu et qu'on entend encore très très peu, comme le haike, le hamea, le siche, le tayo, grâce à la production de chansons de Kanika qui ont été particulièrement nombreuses, avec des compositions en haike pour le groupe Bechim par exemple, ou des compositions en langue tchatch, l'une des langues kanak de la région de Pueblo, par le groupe Joséphine. Et puis ce qu'on peut constater aussi dans ce répertoire de Kanika, qui a valorisé des langues extrêmement rares, c'est que le plurilinguisme est vraiment la norme dominante. Dans le répertoire de Kanika, on va mélanger les langues et on va principalement s'exprimer en langue. C'est le cas aussi de ce titre du groupe emblématique Vamale, du répertoire de Kanika, avec cette chanson Taivi Kaneka en langue Némi, qui invite à célébrer ce répertoire de Kaneka, à danser, à chanter en langue, à faire résonner le Kaneka et à faire résonner aussi les percussions de Boanjep. Autre exemple, et du coup on fait un petit clin d'œil à l'un de nos anciens étudiants, Joris Paita, pour qui la chanson, et pour d'autres aussi, est un instrument de réappropriation linguistique pour la jeune génération. Avec cet exemple Kema chez moi, du groupe Capechole, que vous pouvez retrouver en ligne, qui est à l'origine un chant d'Apollonie Wanema,
qui a revisité ce chant par ces jeunes de la relève, Capechore, qui souhaitent transmettre en Djoubéa cette chanson des vieux, faire connaître l'histoire de ce lieu nébaucoin, participer à faire entendre cette langue djoubéa qu'on entend très peu dans le bassin urbain, et puis véhiculer des éléments de l'histoire de cette tribu de Saint-Laurent à Païta. D'autres artistes le disent également, puisque la chanson est un espace de reconquête linguistique. Si je ne chante pas dans ma langue, je ne suis pas moi-même. Et c'est aussi un formidable instrument de réparation identitaire, comme le souligne ici le slammer Paul Wamo. C'est un moyen de se réconcilier un petit peu avec un conflit identitaire qui est là. Paul Wamo, il a grandi à Rivière-Salée. Il se sentait déraciné dans la ville, en insécurité du fait de mieux parler le français que le djéou. Et l'écriture de slams, de poèmes, de chansons également lui a permis de se libérer de ce conflit identitaire. Ça a vraiment été un exutoire pour lui, une fois qu'il s'est vraiment senti plus légitime, parce qu'au départ, il écrivait principalement en français. Il s'est autorisé alors à écrire en langue djéou. Et puis pour Stan Walker, un musicien maori, la langue, c'est vraiment quelque chose qui l'éveille et c'est la fenêtre d'accès à son âme. Alors cet artiste, Stan Walker, il est particulièrement intéressant parce qu'il fait vraiment une démarche volontaire de chanter en maori, de composer en maori. Et il le dit dans les entretiens également, il a grandi en partie en Australie. Donc la thématique aussi des populations en diaspora, le lien de réappropriation par la chanson est très fort. Il le dit, il connaissait le maori uniquement par la chanson et notamment les chansons religieuses. Et il a commencé sa carrière en chantant en anglais. Et quand il a décidé de se mettre à écrire et à chanter en maori, ça a été une réelle libération pour lui. Ça a été un mouvement d'empouvoirment, de prise de pouvoir et d'autonomie. Et ça participe à son cheminement de reconstituer ce grand puzzle de sa relation avec sa langue familiale en remettant les pièces une à une pour reconstruire ce lien-là, même si aujourd'hui il souligne qu'il n'est pas locuteur au quotidien de cette langue-là, mais ça participe à son cheminement et ça participe à ce processus de réparation de son insécurité linguistique. Et là aussi, on vous fait écouter un petit morceau. Cette chanson a été écrite pour la bande originale d'un film américain qui s'appelle Origin. Et Stan Walker connaît un grand succès en Nouvelle-Zélande et au-delà aussi aujourd'hui. Dans ce cheminement de réparation et puis aussi de prendre le micro pour faire reconnaître sa langue, on voulait vous faire un petit voyage autour du monde rapidement pour montrer aussi la diversité des créations et de la démarche commune de valorisation linguistique. Pardon. Alors la première figure qui nous vient à l'esprit, c'est la figure de Myriam Makeba, que vous connaissez probablement, chanteuse d'Afrique du Sud, qui a connu un très grand succès dans les années 60, qui était une militante pour les droits civiques et qui était aussi une militante pour faire reconnaître sa langue, le Xhosa, que je prononce pas du tout comme il faut, puisque la première consonne est un clic. Donc c'est ce type de son prononcé par des claquements dans la gorge. Et Myriam Makeba insistait pour chanter dans sa langue et pour faire reconnaître sa langue comme étant une langue et pas juste des bruits. Souvent je me fâche parce que vraiment c'est pas un bruit, ça c'est ma langue.
Myriam Makeba qui a contribué à faire reconnaître les langues d'Afrique du Sud et les langues zoulou. Quand on fait ce petit voyage à l'international sur les différents artistes qui chantent dans leur langue ancestrale, dans les langues autochtones de leur pays, on voit qu'il y a aussi une variété de styles musicaux. Et puis, il y a des styles qui reviennent quand même assez fréquemment, notamment des styles musicaux qui vont parler peut-être aux jeunes ici présents. On retrouve de nombreux groupes qui chantent dans leur langue autochtone dans un style hard rock, metal, comme on va vous le faire écouter pour ce groupe brésilien qui chante en tupi. Dans un style très proche rock électro, un groupe sibérien qui s'appelle Otiken, qui est assez connu et qui chante en tulim tatar et dans d'autres langues sibériennes également. Un autre style pour lequel il y a beaucoup de groupes, et notamment les groupes de jeunes urbains qui composent dans leur langue, c'est le rap, évidemment. Et là, il y a un extrait de Tio Rappers, un groupe mexicain qui chante en espagnol et en maya. Un peu dans un style proche de joute verbale et de dialogue verbal, le groupe occitan Fabulous Troubadours qui existe depuis de nombreuses années maintenant et qui a vraiment un rôle important dans la région de Toulouse de défense et de valorisation de l'occitan, mais aussi de la diversité linguistique dans la région. Duma duma parenso che calfa. Duma duma tutu duma. Duma duma segultur zira. Duma duma tutu duma. Duma duma udizum che faranjo. Duma duma tutu duma. Et un dernier petit extrait pour se rapprocher de chez nous, en tahitien par le duo Vaïtéani dans un style plus ballade folk. Donc on voit que le processus de réparation, de retour vers la langue par la musique, il passe aussi par un processus d'émancipation des styles musicaux traditionnels et de s'autoriser à composer, à écrire dans des styles de musique complètement différents de ce qu'on peut avoir l'habitude d'entendre dans son groupe ou dans sa communauté. Et ça participe aussi à la visibilité en dehors du groupe de la communauté ou voire à l'international. Autre constat sur la façon dont on va mobiliser les langues, on ne va pas seulement les faire dialoguer entre elles, on a aussi constaté de nombreux métissages musicaux. Pour Resh, par exemple, qui est un artiste slammer de l'Ifou, qui est connu pour son art du mime principalement, comparativement à Paul Wamo tout à l'heure qui a commencé à écrire en français puis en djéou, lui dès le début il a commencé à slammer en langue djéou. Et dans cet extrait de 2018, dans le style roots reggae sound system, il slame en langue djéou, il parle d'humilité, il invite les auditeurs à rester humbles et petits, il invite aussi au respect envers l'autre. Hey, hey. Hey hey, Ateka atego longo tapere de bala que la ini, ni guagua de ahí benesi de la ini la ecunato, vai de la ite quando di la ne que la caso, ya binica tu me binica ate pizza ya me pitu coi te catu masate, hey, wange ka pizza ya la sai bien, wa pizza ya la sai bien, ka pizza ya la sai bien.
Cette dynamique ne lui est pas propre. De nombreux jeunes musiciens, jeunes artistes s'appuient aujourd'hui sur les musiques urbaines, mais pas que, pour faire vivre leur langue, pour affirmer leur identité culturelle, mais aussi pour transmettre un certain nombre de sujets, un certain nombre de choses pour exister. L'engagement artistique s'ancre profondément dans la conviction que la langue ou les langues doivent être au cœur de la pratique musicale, qui devient alors autant un acte de préservation qu'un geste d'affirmation. On va chanter pour faire vivre la langue, cet espace où la langue respire, circule, se réinvente, pour participer aussi à transmettre une partie de la culture, comme l'évoque le groupe Nairouz. Et aussi pour apprendre, comme le dit Digbwama, Gurejele, ce n'est pas qu'un groupe, c'est aussi une politique de jeunes et c'est une façon d'apprendre autrement. Donc il y a ici une véritable démarche collective, presque militante, pour se réapproprier sa langue ou ses langues, des éléments de son patrimoine culturel, mais aussi trouver sa place et être reconnu. Alors la chanson, on l'a dit, au-delà de la démarche de réappropriation, ça peut être aussi un instrument d'action glottopolitique. Quand il n'y a pas de mesures politiques ou pas suffisamment permettant de pratiquer la langue, de l'entendre, de la faire vivre, c'est un moyen aussi de faire, comme on dit en sociolinguistique, par le bas, c'est-à-dire par le terrain, par les gens eux-mêmes, sans attendre que ça vienne par en haut. Et c'est un moyen de s'attribuer un espace, de créer un espace pour faire vivre ces langues-là. Et c'est notamment vrai pour, on l'a dit en début de conférence, pour les autres communautés pour lesquelles il n'y a aucune mesure glottopolitique de valorisation, de favorisation de ces langues-là. Donc, par la chanson, on peut faire entendre, on peut faire écouter ces langues qui, sinon, ne sont pas audibles. Et donc là, ça concerne la création d'un espèce de contre-pouvoir pour aussi faire exister les autres diversités qui sont doublement invisibilisées aussi dans différents contextes. C'est le rôle qu'on retrouve donc entre la chanson, la musique et les diasporas, comme beaucoup de pays sont concernés, notamment dans le Pacifique. La musique, c'est aussi un moyen de garder du lien avec son endroit d'origine, avec la communauté d'origine, comme cette citation de Olivia Foai, qui fait la démarche, elle, vraiment de chanter dans sa langue, qui est le Gagana Tokelau, comme une démarche pour faire survivre sa langue et pour reconnecter les gens avec leur île, avec leur communauté d'origine, pour garder cette connexion même quand ils habitent loin de leur communauté. On retrouve ça évidemment aussi en Calédonie avec un grand nombre de groupes qui permettent d'entendre les autres langues des autres communautés. Alors on en a mis quelques-unes là, il en existe plein d'autres évidemment. Le groupe Fuego Ritano qui existe depuis plus de 25 ans maintenant en Calédonie et qui donne à entendre ce castillan que sinon on n'a pas l'occasion d'entendre en Calédonie. Pourtant, c'est aussi la langue de certaines familles ici. Le groupe Kalagala qui compose, qui chante en wallisien, en foutounien aussi, et qui fait vivre ces langues dont la communauté est très importante en Nouvelle-Calédonie. Le groupe Partido Alto qui permet d'entendre du portugais brésilien et de faire vivre cette communauté très présente aussi ici. On ne présente plus le groupe Angklung Vibration qui permet de donner à entendre du bahasa Indonesia et des instruments de musique traditionnels d'Indonésie. Et puis aussi le groupe de Voice Call qui permet d'entendre des langues celtiques et notamment du breton et la communauté qui vient de cette région aussi étant très, très vivace en Calédonie. Donc la musique, elle permet aussi de parler des autres dont on n'a pas beaucoup l'occasion sinon d'entendre les variétés linguistiques et de les promouvoir. La chanson, elle est du coup un lien aussi entre les communautés et il y a beaucoup de créations ou de groupes qui font dialoguer les langues dans leur production. À chaque grande période de rassemblement et de manifestation de cette volonté de vivre ensemble en Calédonie, il y a des morceaux plurilingues qui ont été composés
comme en 87, le titre Kowekara, qui faisait dialoguer des artistes dans leur langue avec ce patchwork linguistique. Le tube Où que nous mène le vent en 2014 par le collectif de Calédonia plus 687 aussi, qui illustrait la diversité linguistique du pays. Et puis, comme on l'a entendu tout à l'heure aussi, les chorales sont très dynamiques en Calédonie et jouent avec cette diversité linguistique, comme la chorale Mélodia, qui existe depuis un demi-siècle en Calédonie, qui a composé entre autres l'hymne de la Nouvelle-Calédonie, le groupe vocal, là aussi on ne pourra pas tous les citer, mais la chorale Lanika de l'UNC, le groupe Wilou, etc. La chanson, elle permet donc aussi d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres langues et d'aller vers les autres. Comme l'exprime Marianne Chanemes du groupe Innu dans cette citation, où elle dit que finalement, elle est allée vers le djehu en premier lieu par le son, la sonorité de la langue qui lui plaisait, et que c'est cette démarche d'aller d'abord vers des sons qui lui plaisent, qui la font chanter dans d'autres langues que le français. Et elle dit qu'on peut être touché par des chansons dont on ne comprend pas du tout la langue ou les paroles, et que c'est d'abord une relation phonétique aussi. Et donc c'est un espace privilégié de rencontre entre langues, entre cultures, mais aussi entre artistes, puisque pour reprendre les mots de Tchouké, de Jareb, la musique c'est une langue commune, donc on va par le biais de cet outil musical, s'intéresser à l'autre, s'intéresser aussi à son patrimoine musical et mettre tout ça en dialogue. C'est le cas de cet extrait de Siman et Dangklung Vibration qui mélange du bahasa indonésien et du djehu, qui donne aussi à entendre dans cet extrait cette capacité de la chanson à tisser des ponts entre univers, avec ce mélange de rythmes vocaux et corporels qui sont caractéristiques de certaines danses djehu, avec le slam cher à Siman, et puis le chant en bahasa qui est accompagné d'angklung et de gambang, un xylophone à lame en bois qui est caractéristique des ensembles de percussions de gamelan qu'on retrouve en Indonésie. Eni nekoi kwanuno amela inageza el achenilo Johnny Ashemeye Jose Ashecho amela inageza el achenilo. Voilà, ça participe à une reconnaissance mutuelle et à un dialogue mutuel, comme dans cet autre exemple de Tevita et Paul Wamo, où l'un et l'autre se répondent dans leurs langues respectives, le walisien et le djehu, pour célébrer les femmes, les mamans, les grands-mères. On vous propose un extrait. Le reggae n'échappe pas à la règle. Le reggae est déjà nourri d'influences multiples, mais c'est aussi un terrain fertile de dialogue interculturel en Nouvelle-Calédonie, comme c'est le cas de cet extrait de Marcus Gad et Asset Jika, qui mélange le tchemuhi et l'anglais dans un style reggae et qui reformule à sa façon le mythe d'origine Paichi Teankanake.
sea of origins. There Kanake was the first man to bring like a baby boy, new little in the beginning. From the spirits in Malana, about the plants and weeds. Donc ces collaborations, ces dialogues entre artistes participent et permettent aussi un rayonnement à l'international important et participent à dynamiser à la fois les artistes locaux, mais aussi derrière la reconnaissance ou la connaissance de la Nouvelle-Calédonie à l'étranger et des langues qui y sont pratiquées. Un très bon exemple de ça a été la collaboration entre la chanteuse belge Tiff Barrow et Goulan suite à sa participation à The Voice et à leur titre Aloha en binôme et en dialogue. Un titre qui a eu un grand succès au-delà de nos frontières aussi. Il n'y a pas uniquement le domaine de la chanson qui participe à ce rayonnement et à cette reconnaissance des langues autochtones à l'international. Le cinéma joue un rôle également important. Et on souligne en particulier les films d'animation de Disney qui jouent le jeu vraiment aussi de reconnaître les communautés autochtones où se localisent les scénarios de leurs films. Et il y a beaucoup de commentaires de public, de personnes dans le public qui témoignent de la grande fierté d'entendre leur langue en étant assis dans une salle de cinéma face à un film de Disney, et donc de ce rôle que ça joue de réacquisition du prestige, de la fierté et de la dignité des locuteurs de ces langues peu entendues en dehors du contexte familial ou micro-local. Un petit extrait par exemple d'une chanson anglais hawaïen pour Lilo et Stitch. Donc là, le hawaïen est conservé, quelle que soit la traduction du film dans d'autres langues. De même pour le film Vaiana aussi. Et là, les réalisateurs ont vraiment joué le jeu aussi de mettre en avant le plurilinguisme qui caractérise l'Océanie, en particulier la Polynésie, puisque les chants font dialoguer différentes langues polynésiennes, donc comme cet extrait que vous allez entendre en samoan et en tokelau. Et n'hésitez pas à chanter. Voilà, maintenant qu'on vous a toutes et tous convaincus, si ce n'était pas le cas avant, du large potentiel de la chanson comme instrument de revitalisation linguistique, on voudrait aussi ouvrir quelques perspectives d'action plus larges, notamment dans le domaine éducatif, puisqu'il existe de nombreuses ressources pédagogiques qui existent et de nombreux projets qui se sont structurés en Nouvelle-Calédonie autour des chants en langue kanak, mais aussi plus largement autour des chants en langue du pays qui témoignent de bonnes pratiques pédagogiques, pour reprendre les propos de notre collègue Coraline Prado, qui est spécialiste des politiques linguistiques dans différents espaces du monde. Et on doit reconnaître à Carole Gomez, qui
été conseillère pédagogique en éducation musicale, d'avoir œuvré avec beaucoup de passion et de ténacité pendant plus d'une décennie à structurer la mise en place de ressources pédagogiques, mais aussi à structurer la mise en place de projets pédagogiques autour de répertoires de chansons plurilingues, donc chants d'ici et d'ailleurs, mais aussi des collaborations que nous avons pu partager, notamment chants en partage ou à travers chants. D'autres ressources existent et sont nombreuses, des corpus musicaux plus ou moins anciens, sont disponibles en ligne. Les tout premiers enregistrements audio en langue kanak ont été réalisés en 1931 dans le cadre de l'exposition coloniale à Paris et ont été numérisés par la Bibliothèque nationale de France. Et donc c'est une ressource qui est accessible en ligne à n'importe quel moment de n'importe où sur la planète et qui permet de donner à entendre comment on chantait au début du XXe siècle et comment on prononçait aussi les langues en chantant sur un temps plus ancien. On doit aussi saluer l'immense travail qui est mené par l'équipe de l'Académie des langues kanak dans le domaine de la chanson, mais pas seulement. En tout cas, qui a déployé avec NC La Première une émission radiophonique consacrée à l'histoire des chansons en langue, VTIO, et qui met un coup de projecteur à chaque épisode sur une chanson en particulier et ce qu'elle dit des langues et des histoires de l'endroit, des compositeurs qui les ont créées. On dispose également d'une riche collection de ressources musicales, mais pas que. Ici, à la médiathèque du Centre culturel Tshibahou, l'équipe de la médiathèque de la DCK mène un travail de conservation depuis très longtemps et de façon très rigoureuse. Donc c'est vrai qu'on a accès à de très nombreuses ressources musicales et c'est le cas également de la collection Pangloss, qui a été constituée progressivement par nos collègues linguistes, ethnologues ou anthropologues du laboratoire de civilisation et de tradition orale au CNRS. Donc, souvent on dit on manque de ressources en langue kanak. Moi, je vous assure que pour les corpus musicaux, les ressources sont très nombreuses. Donc le chant, on l'a dit, est vraiment un outil, un instrument transversal et on le voit aussi dans les demandes et les retours qui viennent des acteurs de terrain sur les questions linguistiques. Dans cet ouvrage sur des éléments pour une politique linguistique en Nouvelle-Calédonie qui résulte de la semaine de travaux du colloque qui avait été organisé par l'Académie des langues kanak en 2021, plusieurs propositions étaient ressorties. Et parmi ces propositions, recommandations, on retrouve le chant sur différents domaines, de soutenir la production et la création musicale, de diffuser et d'enrichir l'accès aux paroles des chansons pour les morceaux qui sont diffusés en ligne, soutenir la création d'outils didactiques et pédagogiques en poursuivant la création de répertoires sur les comptines, les chants, les danses et les berceuses pour toutes les langues. Et le rôle des médias est aussi souligné dans la diffusion de la diversité linguistique qui constitue notre paysage linguistique en Nouvelle-Calédonie, en multipliant la captation des contes, des chants, des mythes et en les diffusant plus largement sur les divers supports des médias. On voulait aussi ce soir saisir l'occasion pour mobiliser les forces à la veille de l'organisation de grands événements. D'ici 2 ans, la Nouvelle-Calédonie va donc accueillir le 14e Festival des Arts du Pacifique. On va accueillir chez nous l'ensemble des représentants des pays du Pacifique et des artistes. Et donc, ce sera là aussi une immense opportunité de faire valoir les artistes, de faire valoir la créativité artistique locale et de soutenir la créativité, notamment dans le domaine de la chanson, et de donner à entendre et à faire connaître et reconnaître les langues de notre pays par le lien de la musique. Donc, aux artistes, là, c'est le moment, oser créer, parce qu'il y a des événements qui vont permettre cette vitrine-là, et ça va aussi s'inscrire dans la décennie internationale des langues autochtones qu'on a mentionnée en introduction.
Voilà, donc le soutien à la production et à la diffusion de la musique locale, notamment en langue et plurilingue, nous semble être quelque chose de vraiment essentiel. On retient aussi que on a peu de leviers d'action, mais on publie dans des travaux scientifiques, c'est notre travail, pour aussi alerter ces grilles de mesure de la vitalité linguistique à l'échelle internationale, de dire, hop là, regardez, peut-être qu'il y a des critères que vous n'avez pas pris en compte et qui manifestent de la vitalité et de la créativité dans les langues, et que peut-être ce serait intéressant de les ajouter, parce qu'il n'y a pas qu'en Nouvelle-Calédonie que c'est absolument pertinent, comme on vous l'a montré. Et puis, on voulait aussi se saisir de cette occasion pour valoriser l'image d'un domaine de recherche, notamment le domaine artistique, qui est souvent peu considéré, pas seulement ce domaine de recherche, mais aussi ce domaine d'éducation, ce domaine de création qui est souvent minimisé. Et le message fort qu'on voulait faire passer pour finir, c'est que la chanson, ce n'est pas que du récréatif, il y a tout un potentiel qui est là à portée de main, qu'on exploite au fond, peut-être pas suffisamment et qu'on n'observe peut-être pas assez. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Et puis on va boucler la boucle en chantant. Ce qu'on voulait partager aussi, c'est que bien souvent, ce qu'on va mémoriser d'une langue, qu'on n'a pas nécessairement envie d'apprendre, c'est peut-être une chanson. Et donc on s'est demandé quel pourrait être le titre qui nous rassemble. Et on vous invite donc à partager ce moment musical autour de Nengone Nenguna, avec la chorale d'étudiants. On vous a mis les paroles si vous avez envie de chanter avec eux. Peut-être vous ne les voyez pas. Vous pouvez fredonner. Ça vous laisse le temps de préparer vos questions pour juste après aussi. On n'oublie pas ce qu'elle a dit, on chante ensemble, on est d'accord. Sokua medeko posube. Merci tout le monde. C'est juste à le préciser, chorale ALAC, chorale étudiant, notamment pour la branche de LCO. Merci.